Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Le gouvernement vient d'adopter en Conseil des ministres le rapport de suivi de l'action gouvernementale pour le premier semestre de l'année 2022. Qu'est-ce qui a été fait au niveau du ministère des Finances? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'essentiel de la contribution du ministère des Finances se retrouve à travers la mobilisation des ressources, mais surtout comment ces ressources ont été utilisées. Ce qui relève naturellement davantage des ministères sectoriels que du ministère des Finances. Mais en ce qui concerne la mobilisation des ressources, c'est qu'il faut parler surtout du contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui actuellement. Contexte caractérisé par des crises de toute nature, et qui contribue surtout à freiner l'élan de mobilisation des ressources. Mais au premier semestre de l'année 2022, nous sommes à un niveau de mobilisation des ressources de 45% par rapport à nos prévisions. 45%, c'est autour de 1700 milliards de francs CFA qui sont mobilisés par rapport à 2908 milliards qui sont prévus au niveau de la loi des finances initiales. Et quand vous regardez le niveau de mobilisation des ressources internes, c'est de 45%. Et ça, c'est en tenant compte même du contexte qui est surtout aujourd'hui lié à la crise sécuritaire où nous avons un des corridors par lequel transitent nos marchandises, à savoir le corridor Lomé-Burkina-Niamey, qui est quasiment déserté par les camions et par conséquent qui constitue un frein à la capacité de mobilisation des ressources de l'État. Mais nous, dans les projections que nous faisons, nous pensons que d'ici la fin de l'année, le niveau de mobilisation sera à un niveau d'au moins 85-90%. C'est la projection que nous faisons. Mais naturellement, nous sommes en train de naviguer dans ces contextes-là. En termes de dépenses, la philosophie pour le gouvernement, c'est toujours faire en sorte que l'exécution des dépenses s'aligne en fait sur le niveau de mobilisation des ressources. Parce que l'idée, c'est de ne pas dépenser plus que ce que nous avons, au risque d'accumuler des arriérés et par conséquent compromettre la capacité de nos entreprises, notamment du secteur privé, et aussi des banques, parce que ça sera un cercle vicieux. Et donc, on essaie de réguler l'exécution des dépenses par rapport à la mobilisation des ressources. Et par conséquent, les dépenses ont été exécutées au titre du premier trimestre autour de 37%. Et essentiellement, ce sont les secteurs régaliens, notamment la sécurité et notamment la santé, qui ont été le plus servis dans l'absorption des dépenses, parce que ce sont des secteurs stratégiques, comme je l'ai dit, la santé, l'éducation, la sécurité alimentaire, parce que c'est aussi les efforts que le gouvernement a entrepris au cours de l'année pour répondre au déficit céréalier qui a été constaté au cours de la campagne agricole 2021. Êtes-vous satisfait des résultats obtenus par vos services? La satisfaction, elle est relative. Elle est relative parce qu'il faut considérer d'abord les ambitions. Notre ambition, c'est de mobiliser les 50% au moins de 2900 milliards que nous avons prévus dans la loi des finances. Mais en même temps, il faut aussi relativiser par rapport à tous les vents contraires que nous avons aujourd'hui. Si vous avez un pan qui est amputé, celui du corridor du Burkina, vous ne pouvez pas demander de mobiliser des ressources qui ne viennent pas. Mais il faut travailler sur le potentiel. La question qu'il faut se poser, est-ce que par rapport au potentiel existant, est-ce que nous avons fait tout pour le mobiliser? C'est la question qui vaille. Et je pense que c'est sur ça que nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que tous les impôts sur lesquels nous avons les impôts ou les droits que nous avons la capacité de mobiliser, que nous les mobilisions. C'est pour cela, quand vous prenez par exemple la réforme liée à la facture certifiée, nous avions mis beaucoup d'ambition à ce niveau. Nous avions pensé que le niveau d'implémentation à cette date sera élevé, mais nous avons constaté que les réalisations n'ont pas été à la hauteur des attentes. Et ça, c'est du fait aussi de certaines résistances que nous avons constatées au niveau des opérateurs économiques, mais des résistances qui sont en train d'être levées, qui sont en train d'être de s'estomper à raison de la campagne de la sensibilisation et du dialogue public-privé que nous avons engagé, qui permettra certainement d'élever ces incompréhensions-là. Mais si on regarde aussi les performances, attention, si le référentiel doit être le niveau de mobilisation de l'année passée, nous sommes loin devant. Nous avons réalisé plus que ce que nous avions réalisé l'année passée à la même période, ce qui veut dire que nous sommes en train d'avancer. Mais comme je l'ai dit, nous n'avons pas pu réaliser nos ambitions à la date, mais à raison aussi de toute cette conjoncture
qui est négative et qui exerce des pressions sur notre capacité de mobiliser davantage des ressources internes. Monsieur le ministre, des réformes ont été adoptées par le gouvernement, tant sur la mobilisation des ressources internes que sur la qualité de la dépense. Est-ce que ces réformes ont commencé durant ce premier semestre à porter leurs fruits? Les réformes, surtout structurelles, comme leur nom l'indique, elles s'inscrivent dans le long terme. Il est très difficile d'attendre des dividendes d'une réforme structurelle sur le court terme, même à l'horizon d'une année. Mais ce qui est important, c'est de voir le niveau d'implémentation de la réforme, son appropriation par les concernés. Ou comme on dit dans le jargon des économistes, c'est voir les implications en termes d'économie politique. Et si on les regarde aujourd'hui, c'est que beaucoup de réformes que nous avons mises en œuvre sont en train de porter leurs fruits, des réformes que nous avons mises en œuvre il y a quelques années ou bien il y a un an de cela. Mais nous continuons sur la mise en œuvre de certaines réformes. Et comme vous le dites, nous, notre objectif, il est triple. Mobiliser suffisamment de ressources, assurer une meilleure efficacité et qualité de la dépense, et aussi contribuer à la transformation structurelle de l'économie. Et sur tout ce plan, nous sommes en train de mettre en œuvre ces réformes. Mais quand vous regardez, par exemple, sur la question de la mobilisation des ressources, c'est aussi un volet qui concerne la gouvernance économique et financière de nos régies. Je disais tout à l'heure que, même en regardant la conjoncture, on peut se dire qu'il y a un potentiel à mobiliser. Est-ce que nous avions fait ce qu'il faut pour mobiliser ce potentiel? Il n'est pas évident, il n'est pas très sûr. Et c'est pour cela, quand je prends un exemple sur la question de la gouvernance économique et financière, nous avons des fois des pratiques qui sont peu orthodoxes au niveau de nos administrations chargées de la mobilisation des ressources. Et l'un des exemples en date, c'est le rapport de la ALSIA qui a conduit des inspections sur instruction du président de la République au niveau de la douane. Et ce rapport aujourd'hui est disponible, il a été mis à notre disposition. Sur l'instruction du président de la République, nous avons le devoir aujourd'hui de mettre en œuvre les recommandations de ce rapport. Et ce rapport fait état effectivement d'un certain nombre de pratiques peu orthodoxes qui incrimineraient certains agents de la douane, qu'il va falloir en tout cas sanctionner au moins à travers les remplacements par d'autres. Mais c'est un travail qui va continuer. Sur l'instruction du président de la République aussi, des décisions doivent être prises dans les jours à venir pour pouvoir assainir tant au niveau de la douane, mais aussi au niveau des impôts et dans les autres pans de l'administration. Voilà, comme je l'ai dit, vraiment des réformes qui sont des mesures en réalité. Celles-là, nous pensons qu'à court terme, elles peuvent porter des fruits parce qu'elles sont destinées à changer les mentalités de nos administrations, en particulier l'administration des régies financières, tant la douane que les impôts. Naturellement, sur l'instruction du président de la République aussi, ces inspections vont continuer au niveau des autres bureaux, mais elles vont aussi avoir lieu dans les services des impôts, dans les services du Trésor et dans les autres services de l'État. Et nous continuons toujours aussi à améliorer la qualité de la dépense. Je prends un exemple. Nous avons au niveau de la cellule eau, électricité et téléphone pris des mesures destinées à suspendre certains abonnements au niveau de certaines administrations qui ne sont pas éligibles, en tout cas eu regard au texte. Et nous avions aussi pris des mesures de rationalisation dans certaines administrations. Et aujourd'hui, les économies que nous avons réalisées au titre de ces mesures sur les consommations de l'État nous parlent de 150 millions par mois. C'est quand même un minimum de moins d'1,5 milliard par an. Et ce n'est que le début. Ce sont des mesures que nous avons commencé à implémenter au tout début de cette année. Et nous avons, comme je l'ai dit, commencé déjà à récolter les dividendes. Mais naturellement, vous voyez déjà en fait l'asymétrie dans les retombées des réformes sur la mobilisation des ressources et sur les dépenses. La mobilisation des ressources, les réformes prennent du temps avant d'avoir des retombées, tandis que les réformes au niveau des dépenses, elles s'inscrivent facilement dans le long terme. Monsieur le ministre, la consommation des crédits reste encore un défi à relever. Est-ce que des résultats ont été obtenus au cours de ce premier semestre 2022? La consommation des crédits dépend aussi du niveau de mobilisation des ressources. Mais effectivement, quand on regarde souvent, il faut faire le distinguo entre deux catégories de ressources. Les dépenses sur le financement interne et les dépenses sur le financement extérieur. Les dépenses sur le financement interne, nous n'avons pas beaucoup de difficultés. Parce que les procédures
de passation des marchés sont des procédures nationales qu'il faut suivre. Et même à ce niveau, nous avons dernièrement essayé de lever ces difficultés qui peuvent entraver la capacité de mise en œuvre du projet ou bien la procédure de passation des marchés. C'est la réforme du Code des marchés publics qui est intervenue récemment lors du dernier Conseil des ministres où nous avons adopté le projet de code qui a été nettoyé et qui est envoyé aujourd'hui au Parlement pour adoption. Mais quand vous regardez l'autre catégorie, notamment les dépenses sur financement extérieur, c'est souvent à ces niveaux que nous avons des difficultés, qui peuvent être à des niveaux. Au niveau de l'administration à nous, mais aussi au niveau des partenaires. Au niveau de l'administration, c'est souvent la capacité de suivre les procédures des partenaires. C'est souvent les tracasseries administratives. C'est souvent les déficits en termes de ressources humaines qui font que nous accusons des retards dans l'exécution des projets sur financement extérieur. Mais au niveau des partenaires aussi, c'est souvent la lourdeur des procédures elles-mêmes. Et c'est pour cela, à un moment, nous avions convenu qu'avec les partenaires, qu'au lieu d'avoir deux procédures ou bien deux avis de non-objection, celui de l'administration ici, de la direction de contrôle des marchés publics et celui de l'institution, pour nous, c'est un doublon qui constitue un obstacle énorme en fait, à l'exécution du projet. Et donc nous avons convenu de faire sauter un de ces avis et nous avons convenu que si le partenaire donne son avis d'une objection, il n'est pas nécessaire de demander un avis d'une objection ici, d'autant plus que c'est la procédure des partenaires qui est appliquée. Mais ce que nous avions fait bien avant, et nous avons vu les dividendes de cette expérience, c'est l'expérience des fonds communs. Quand vous regardez le fonds commun de l'éducation, le fonds commun de la santé, le fonds commun de l'hydraulique, aujourd'hui nous n'avons pas de difficultés d'exécution. Et pourquoi c'est là? Parce que ce sont des financements extérieurs, mais qui sont alignés sur des procédures nationales. Et là, depuis un moment, nous avons constaté que c'est vraiment une réforme qui est importante et qui a porté ses fruits. Et nous sommes en train de travailler avec les partenaires pour voir est-ce que nous n'allons pas aller vers là. Naturellement, il y a des obstacles, mais nous pensons que c'est une réforme à faire, naturellement avec tout ce qui est nécessaire comme sauvegarde qu'il faut mettre en place pour éviter à ce que nous ayons après des conséquences fâcheuses qui peuvent résulter d'une telle mesure. Monsieur le ministre, le Niger est sous programme avec plusieurs partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds monétaire international. Comment se porte le portefeuille Niger? Le programme avec le FMI, c'est un programme qui est destiné à accompagner le pays dans la mise en œuvre de réformes nécessaires à tout ce qu'on venait de parler, la mobilisation des ressources, l'amélioration de la qualité de la dépense, la gouvernance de manière générale, en tout cas tout ce qui concerne les aspects liés à la gestion des finances publiques et au développement. Et pour notre part, c'est un programme que nous avons signé l'année dernière et qui va continuer sur 3 ans. Nous n'avons pas de difficultés particulières sur ce programme. Dois-je peut-être souligner que, en tout cas depuis 2017, nous n'avons jamais eu une revue du programme. C'est celles qui viennent regarder est-ce que le gouvernement met en œuvre sérieusement les réformes qui ont été convenues, est-ce que les indicateurs de santé des finances publiques sont respectés, à savoir le déficit, le financement, la dette, le niveau des dépenses destinées à la réduction de la pauvreté, etc. Ça fait 7 ans que nous n'avons jamais eu de problème particulier avec le FMI. Parce que nous sommes dans un débat assez profond, dans un débat qui nous permet de défendre notre position, mais aussi de nous assurer que ce que nous faisons est viable. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc aujourd'hui, nous serons dans les jours à venir dans la deuxième revue du programme avec le FMI. Nous commencerons les discussions au cours des assemblées annuelles qui vont commencer ce lundi. Pour nous, le FMI est un partenaire sérieux, un partenaire qui nous accompagne pour ce qui concerne les réformes, mais aussi qui exerce un effet de levier pour mobiliser des ressources auprès des autres partenaires, que ce soit l'Union européenne, que ce soit la Banque mondiale ou les autres institutions. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous sommes dans l'exécution de notre programme, le programme de naissance et toutes les orientations contenues dans le PDS qui sont des engagements politiques, mais aussi des engagements destinés à promouvoir le développement de notre économie et le bien-être de nos populations. Et le FMI est aligné sur ces positions et par conséquent, il ne peut pas y avoir de problème particulier.
Monsieur le ministre, 3200 milliards de francs CFA, c'est le chiffre vedette du nouveau projet de loi de finances 2023. Quelles sont les ambitions de ce projet de loi? Oui, c'est 3245 milliards, pour être précis. C'est un budget réaliste. Réaliste, même si on suppose que nous sommes dans un contexte, comme je dis, de turbulences de tout genre, de turbulences économiques d'abord et puis de turbulences politiques, il faut le reconnaître. Mais au regard des hypothèses plausibles, les hypothèses réalistes sur lesquelles nous avions bâti ce budget, il nous semble qu'il reflète à la fois le réalisme de nos ambitions en termes de mobilisation des ressources, mais aussi la pertinence de nos ambitions en matière de dépenses. 3245 milliards, c'est pratiquement 11,58% de hausse par rapport à ce que nous avions de 2908 milliards de la loi de finances initiale. Ça nous paraît acceptable, comme je l'ai dit, au regard du contexte, mais aussi au regard des réformes que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et par conséquent, l'idée, c'est d'accélérer ces réformes-là. Les réformes destinées à la mobilisation des ressources, la facture certifiée, l'élargissement de l'assiette fiscale à travers la maîtrise de certaines niches, notamment les impôts fonciers, notamment le secteur du pétrole, le secteur de l'or. Ce sont des secteurs qui produisent de la richesse, mais une grande partie échappe à la maîtrise de l'assiette fiscale. Nous avons également procédé à une allocation optimale de ces ressources conformément aux orientations du programme de Renaissance. Parce que quand vous regardez, nous avons alloué autour de 13,5% de ces ressources à la sécurité, qui est destinée davantage à équiper nos forces de défense et de sécurité avec des équipements de dernière génération pour renforcer leur capacité opérationnelle. Nous avons alloué 25% au secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie, dois-je rappeler que c'est quand même un facteur de production important, l'énergie, qui doit renforcer non seulement la compétitivité du secteur privé, mais aussi la création des emplois et de la richesse pour notre pays. Nous avons alloué 21% des ressources pour le secteur de l'éducation, conformément aux orientations du président de la République, qui fait du secteur de l'éducation la colonne vertébrale de son programme, parce que l'éducation contribuera non seulement à l'amélioration du capital humain à long terme, mais également à la maîtrise de la démographie et constitue aussi l'un des facteurs de production importants qui est destiné à nos entreprises et à la création des richesses et des emplois. Et donc, ce budget me paraît réaliste, mais nous allons faire le nécessaire pour faire en sorte que nous puissions mobiliser ce niveau de 3245 milliards. Mais je pense honnêtement que le potentiel de notre économie est plus que ça. Parce que quand vous regardez, nous avons une taille du secteur informel de presque 60%, sinon plus. Donc l'idée, parmi les mesures que nous avons proposées naturellement dans ce budget, c'est d'avoir des incitations destinées à formaliser l'économie, de faire en sorte que les entreprises qui ne s'enregistrent pas dans le secteur formel puissent venir avec une sorte d'amnistie fiscale pendant 2 ans, le temps qu'elles puissent vraiment avoir des capacités contributives plus importantes. Naturellement, nous avons aussi proposé des mesures incitatives, des mesures destinées à promouvoir le développement de l'économie, qui sont des exonérations particulièrement destinées au secteur agricole, avec des exonérations de droits de douane pour les importations de matériel et équipements agricoles, parce qu'on est un pays quand même qui dépend à 80% de l'agriculture. En termes de population, c'est presque 40% du PIB le secteur primaire. Et donc, on ne peut pas développer notre économie sans développer ce secteur-là. Et nous avons également accordé, en tout cas dans les projets de loi, des exonérations destinées au secteur de transport, tant de marchandises que de personnes, pour l'importation de véhicules neufs, pour encourager le dynamisme de notre secteur de transport, mais aussi au regard du fait que le transport constitue l'un des éléments de production importants. La réduction du coût de ce facteur permettra aussi de contribuer au développement du secteur privé. Nous avons également accordé des exonérations au secteur industriel, parce que nous avons un tissu industriel assez étroit et nous pensons que dans le contexte de l'implémentation de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, il est nécessaire de rendre ou de renforcer en tout cas la compétitivité de notre secteur, en particulier de notre économie, en particulier de notre tissu industriel.
Et c'est dans ce sens que nous avons accordé des exonérations destinées à promouvoir l'exportation de ces produits du secteur industriel. D'autres mesures aussi sont là pour encourager, par exemple, les entreprises à recruter des jeunes, à leur donner la possibilité d'avoir une première expérience en contrepartie d'un certain allègement des charges fiscales. Nous pensons que cela aura certainement pour incitation d'encourager les entreprises à recruter des jeunes, au regard aussi de leur poids aujourd'hui dans la population, mais aussi de la nécessité de créer des emplois décents pour ces jeunes qui sont diplômés et qui sont nos frères et nos enfants. Monsieur le ministre, le Niger évolue dans un contexte post-Covid marqué également par la guerre en Ukraine. Quelles sont les perspectives pour 2023? Nous sommes dans un monde avec beaucoup d'incertitudes. Personne n'a prévu que la guerre de l'Ukraine allait avoir lieu, même s'il y avait une probabilité très positive. Personne n'avait vu venir le Covid. Et aujourd'hui, les changements climatiques sont une réalité. Mais on ne sait pas de quoi sera fait demain. Mais c'est ça qui fait le charme de la chose. Notre devoir, c'est faire de ces chocs une opportunité plutôt qu'une fatalité. Le Covid est venu nous montrer que nous avons des défaillances au niveau mondial et nous avons aussi des opportunités. Nous avons le devoir de renforcer la résilience de nos économies. Et je pense que c'est une question sur laquelle le monde, de manière générale, est conscient. Pour preuve, depuis la survenance de la Covid, moi je travaille dans une équipe restreinte composée de 5 ministres de l'Afrique sur l'architecture du système financier mondial. Nous avons eu des travaux avec la Commission économique pour l'Afrique et même à Washington, nous aurons l'occasion de débattre de ces questions-là. Parce que l'objectif, c'est créer des instruments de financement destinés à accélérer le développement, en particulier des pays en développement comme le nôtre. La succession des crises est aussi mauvaise pour la stabilité de nos pays, en particulier quand on regarde aujourd'hui l'équilibre précaire dans lequel nos pays sont en termes de sécurité. Nous avons la chance au Niger d'avoir anticipé sur ces choses-là, sur cette question sécuritaire depuis un moment, depuis 2011, avec la chute de l'État libyen. Mais nous sommes entourés de menaces auxquelles il faut faire face. Et aujourd'hui, le développement dans la zone de 3 frontières, il faut les prendre en charge. Mais pour autant, il faut avoir aussi un espoir pour l'avenir. Nous regardons aujourd'hui la question des changements climatiques comme étant une opportunité, parce que cela doit nous inciter à davantage travailler dans le sens du renforcement de la résilience de nos populations, dans le sens d'accélérer d'intensifier la présence de l'État dans les zones fragiles, dans le sens aussi de renforcer les capacités de création d'emplois par les entreprises, notamment le secteur privé, parce qu'aujourd'hui, c'est l'oisivité aussi qui peut créer des conditions de recrutement de jeunes et des personnes oisives et les groupes terroristes. Et tout ça doit être intégré plutôt dans nos politiques publiques aujourd'hui. Mais je pense que aussi les perspectives qui s'offrent à nous, pour nous, c'est les différents projets sur lesquels nous travaillons, à savoir le pipeline, qui est quand même un projet qui va venir changer la structure de notre économie, qui va nous permettre d'engranger des ressources importantes pour mettre en œuvre toutes ces politiques publiques destinées à renforcer les investissements, notamment dans le secteur de base, à savoir l'éducation, la santé, les infrastructures routières, et aussi à créer les conditions du développement de ce secteur privé, qui est le principal moteur, la locomotive en fait du développement économique. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci.